BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Erwan Maurice. 2020, une année chinoise. 2021 sera peut-être aussi une année chinoise d'ailleurs. On va suivre ça jour après jour sur BFM Business. Nous sommes pour en parler avec Jean-François Di Meglio, le président de l'Asia Centre. Bonjour Jean-François. Bonjour Erwan. Merci beaucoup d'être avec nous. On revient ensemble sur cette année qui a été importante pour la Chine. C'est d'abord par là qu'a débuté l'événement qui nous aura finalement accompagnés tout au long de l'année, bien sûr celui de la crise épidémique de la Covid-19. Au mois de février, on se disait tous que ça allait être une année très très compliquée pour la Chine, c'est que personne n'avait anticipé que ça allait devenir une crise mondiale. La vérité, in fine, mois de décembre, c'est que c'est un des pays qui va le mieux s'en sortir en 2020. D'abord, avant de vous faire réagir, Jean-François Di Meglio, un mot rapide sur ce qui fait l'actualité aujourd'hui. C'est ce vaccin, le vaccin chinois Sinopharm, qui annonce que son candidat vaccin contre la Covid-19 est efficace à 79%. Moins efficace que Pfizer et Moderna, d'abord, c'est la première chose qu'il faut noter ou pas? Le vaccin chinois, en fait, est en retard par rapport aux différentes homologations. Il y a eu une anticipation en Chine, effectivement, parce que il a été testé, comme on l'a dit, sur l'APL, l'armée, mais vous venez de donner effectivement le taux, il est relativement faible. Le test, c'est que Hong Kong, la zone administrative spéciale de Hong Kong, va vacciner ses ressortissants, mais pas avec le vaccin chinois. On a choisi un autre vaccin à Hong Kong et probablement AstraZeneca. Donc il y a effectivement encore des zones d'ombre. La Chine a fait beaucoup de communication sur l'utilisation de son vaccin en Afrique. Elle a envoyé effectivement des vaccins en Afrique. Ça reste encore à prouver. Ce qui va se passer pour le vaccin chinois. Il suivra probablement son cours. Il y a d'autres vaccins qui sont en cours d'homologation aussi. Mais disons que par rapport à cette avance qu'on aurait pu imaginer en Chine, de l'avance malheureuse que la Chine avait dans l'épidémie, eh bien ce vaccin n'a pas rattrapé les autres vaccins pour l'instant. D'un mot, Jean-François Di Meglio, est-ce que le vaccin chinois aura autant de facilité que les autres à arriver en Europe ? Ça va être un grand débat. Ce que va jouer la Chine, naturellement, c'est ce que j'appellerais la possibilité des deux Europes. Mais cette possibilité des deux Europes, à savoir l'Europe centrale, l'Europe de l'Est et l'Europe occidentale, donc une Europe qui serait plus favorable à des produits chinois et une qui serait plus fermée, cette possibilité, elle est en train de se réduire. Donc le vaccin chinois, il sera certainement bien sûr propagé en Chine, bien sûr propagé en Afrique le cas échéant. Pour l'instant, en Europe, c'est pas celui qui tiendra le haut du pavé. L'Afrique, bien sûr, qui est très, très liée de plus en plus avec la Chine depuis ces derniers mois, ces dernières années. Bon, avec le vaccin, on a aussi cet accord Chine-Europe sur les investissements. Accord très attendu, des années de débats, de négociations. Ça vient marquer la fin de cette année chinoise aussi. C'est une espèce de succès quand même. Alors, effectivement, le traité sur les investissements est dans les derniers jours de négociation. Est-ce que cette négociation va aboutir ou pas? Il semblerait qu'elle doive aboutir. Il y a encore quelques points d'achoppement. C'est une accélération de l'histoire. Ça couronnerait effectivement d'une certaine façon l'année chinoise parce que il y a quelques semaines, on ne s'attendait pas à une conclusion positive de ce traité d'investissement. La conclusion reste à tirer effectivement à la fois sur la signature de ce traité et aussi sur ce qu'il contiendra. Est-ce qu'on arrivera à effacer toutes les difficultés que pose ce traité du côté européen sur le travail forcé et puis du côté chinois effectivement sur les barrières qui sont encore posées aux investissements étrangers vers la Chine, ça reste à prouver. Il est clair qu'il y a un effort considérable qui est fait par l'Allemagne, qui détient encore la présidence de l'Union européenne pour 36 heures maintenant, et donc c'est ce qui pourrait faire avancer ce traité.
Bon, après des décennies de rattrapage, la Chine pourrait devenir la première puissance économique du monde, plus vite que prévu, in fine, grâce à une meilleure gestion du Covid par rapport à ses concurrents. Les explications de Paul Marion et on se retrouve juste après. En 2028, le PIB chinois devrait dépasser celui des États-Unis d'après le think tank britannique CEBR. 2028, c'est 5 ans plus tôt que prévu dans son dernier rapport. En cause la pandémie qui marque le décrochage de l'économie américaine, en récession de 2% en 2020, alors que la Chine sera l'unique puissance à connaître une croissance positive cette année. La tendance devrait se poursuivre tout au long de la décennie 2020, avec une croissance autour de 5% pour la Chine et en dessous de 2% pour les États-Unis, malgré un rebond épisodique attendu en 2021. Plus généralement, la décennie à venir sera marquée par la montée en puissance de l'Asie, avec l'émergence de l'Inde comme troisième économie mondiale en 2030 et le décrochage de l'Europe. L'Allemagne devrait tomber à la 5e place, la France stagne à la 7e position, alors que l'Italie ne fera plus partie des 10 premières puissances économiques en 2030. Le think tank pointe ainsi du doigt la gestion de crise médiocre des Européens et les incite à s'inspirer davantage de l'Asie plutôt que de se comparer entre eux. Bon, je pense que Jean-François Di Meglio, de toute façon, c'est unanime. Quand on regarde les chiffres sur le plan économique, la Chine va sortir grand gagnant, parmi les grands gagnants en tout cas de cette année 2020, avec une croissance déjà, ce qui est pas mal, ce qui n'est pas le cas de tous les pays. Est-ce qu'on va de plus en plus se méfier de la Chine en 2021 sur le plan commercial ? Alors, ce qui est sûr, c'est que déjà du point de vue commercial, la Chine va engranger un excédent commercial comme elle n'en a pas vu depuis des années. On sera probablement au-dessus de 460 milliards de dollars d'excédent commercial, du fait, bien sûr, des exportations chinoises, mais aussi du ralentissement des importations chinoises. La Chine est naturellement, comme on le sait, et comme l'Europe l'a dit, un rival, un concurrent, un acteur clé du commerce international, qui joue d'ailleurs le jeu du multilatéralisme, qui joue le jeu de l'OMC, qui dit qu'elle veut effectivement un commerce extrêmement ouvert. C'est un acteur incontournable du commerce. C'est un marché qui va être en croissance, donc c'est un marché qui va attirer de nouveau beaucoup de regards, quelles que soient les réticences qu'on puisse avoir sur la situation en Chine, sur le régime chinois, sur l'indéniable durcissement, sur les difficultés que peut poser la gestion de Hong Kong par la Chine. Il est clair que ça reste un marché extrêmement attractif. Et en ce qui concerne les exportations, mais la machine exportatrice chinoise n'a pas encore ralenti. Et le relais de la consommation est là, bien sûr, mais la Chine reste effectivement une puissance exportatrice. Bon, 2020, Jean-François Di Meglio, c'est aussi une année qui a été marquée par ce qui aurait dû être la plus grosse entrée en bourse au monde, celle de Ant Group, le géant des paiements d'Alibaba, fondé par le milliardaire Jack Ma. Une histoire qui a finalement mal tourné. Ça aussi, ça va rester comme la tache noire sur le parcours économique chinois de cette année 2020. Ça fait partie des adhérences, je dirais, de la vieille Chine par rapport à ce qu'on pourrait envisager d'une prise de contrôle de l'économie par la Chine, ou en tout cas d'une ascension encore plus forte de la Chine. C'est-à-dire que au moment où tout semble se normaliser, au moment où ce géant du crédit à la consommation et du crédit individuel Ant va rentrer en bourse, au tout dernier moment, il y a une surprise. Cette surprise vient des autorités boursières qui découvrent pas tout à fait conforme à ce qu'on exige d'une société qui va être cotée, mais derrière, il y a surtout la personnalité du fondateur de Ant, le fondateur d'Alibaba, qui a été à un moment une grande fortune de Chine, qui en est probablement pas très loin, et qui, au moment où nous parlons, est potentiellement retenu en Chine et pourrait ne pas sortir de Chine ces temps-ci, parce qu'un certain nombre d'investigations ont cours. Alors, est-ce que ça tient effectivement à des pratiques de la part d'Alibaba et de la part de Jack Ma qui ne seraient pas conformes aux règles de marché? C'est très courant en Chine et donc ça pourrait être le cas. Est-ce que c'est le signe qu'il vaut mieux ne pas trop sortir la tête du parapet comme d'autres milliardaires chinois l'ont fait précédemment et que Jack Ma finit par suivre le même chemin que ses prédécesseurs? Là encore,
c'est une ombre au tableau du capitalisme chinois et il va falloir qu'un certain nombre de ces éléments soient normalisés si on veut traiter avec la Chine de façon naturelle, comme ce traité d'investissement tend à le voir. Bon, d'un mot pour terminer avec vous, Jean-François Di Meglio, ce qu'on peut dire aussi quand on résume cette année chinoise, cette année 2020, c'est parler du secteur du luxe. On l'évoquait il y a quelques minutes, le luxe qui a résisté, qui fait partie des secteurs qui ont réussi à résister. Des gains incroyables, plus 32% à la bourse au CAC 40 du côté de Hermès, plus de 20% pour LVMH, même si c'est en dessous des attentes. La crise est quand même passée par là. Les ventes de luxe en ligne ont augmenté de 150% cette année en Chine. On sait que le luxe aussi est tracté par le marché asiatique et notamment par le marché chinois. Ça aussi, ça a énormément rythmé cette année. Comme on parle du luxe et qu'on n'a plus beaucoup de temps, Jean-François Di Meglio, un mot sur le couturier Pierre Cardin, décédé mardi à l'âge de 98 ans. En 2018, il avait privatisé la muraille de Chine en y organisant un défilé. C'était pour les 40 ans de sa présence dans le pays. Il y avait aussi une histoire entre la Chine et Pierre Cardin. Il a identifié très tôt ce que vous venez de dire, à savoir qu'effectivement, à un moment, la Chine serait un des premiers marchés du luxe. Pour l'instant, c'est en passe d'être le premier marché. 1% du marché du luxe mondial, probablement l'année prochaine un peu plus, et probablement le premier marché mondial l'année prochaine. Donc il a identifié ça très tôt. Effectivement, dès la fin des années 70, il s'est rendu très très souvent en Chine. Je me suis retrouvé moi-même dans un avion avec lui en Chine dans les années 90. Donc c'était une figure, mais il avait identifié ce marché comme d'autres marchés asiatiques. Il s'intéressait aussi beaucoup au Japon. Et puis surtout, il avait ce talent de vendre ses marques. En Chine, le nom de Pierre Cardin est associé à toutes sortes de produits qui ne sont pas simplement des produits de mode. En fait, l'une de ses idées, ça a été justement de populariser son nom, et son nom est extrêmement connu en Chine, au-delà même des articles de mode. Beaucoup d'articles de toutes sortes portent son nom. Merci infiniment Jean-François Di Meglio, merci pour toute cette rétrospective 2020 avec vous sur la Chine. Je vous souhaite de très belles fêtes.